Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. BYD s'associe à Toyota. Kia investira 25 millions de dollars pour de nouveaux véhicules électriques. Les gouvernements devront investir dans la reprise économique. Espérons qu'ils investiront dans l'énergie verte. Un scooter électrique pour Suzuki. À Véhicule électrique 101, on parle du prix de l'essence versus la pertinence d'acheter un véhicule électrique. Nouvelle chronique 100% net zéro avec Nicolas Lambert. On parle du choix de la taille de batterie pour son véhicule. Aux grandes entrevues avec Didier Ernotte, on parle de la Jaguar I-Pace. Les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité, tout ça et bien plus encore dans le 79e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, et que tout comme moi, vous bénéficiez avec grande joie des températures plus chaudes. C'est difficile cette année d'avoir des températures chaudes, on dirait. On a un hiver qui a tardé à quitter et puis on a un printemps qui s'installe, ma foi, lentement, mais on commence à avoir vraiment des belles températures chaudes. On a eu des beaux week-ends dernièrement. On a pu prendre du soleil à des températures où on peut être à l'extérieur sans manteau et ça fait le plus grand bien. On est également au tout début, là, je dirais, du déconfinement progressif. Les entreprises, du moins à l'extérieur de Montréal, qui vont commencer à reprendre leurs activités. Le retour imminent à l'école pour les enfants du primaire, à tout le moins, et des services de garde. Donc, lentement, mais sûrement, la vie reprend son cours et je pense que personne ne va s'en plaindre. Un moment aussi, une période dans l'histoire qui est difficile pour toutes les industries. Je l'ai dit la dernière fois, mais c'est particulièrement vrai pour également l'industrie automobile, les véhicules électriques. Et j'espère, j'ose espérer, et puis on en a parlé, on va en reparler encore, mais que cette situation tout à fait inattendue et planétaire nous remet un peu en question sur nos valeurs, nos façons de consommer et va peut-être permettre à un plus grand nombre de personnes d'adopter des façons de faire, une façon de vivre qui est un peu plus en respect et en harmonie avec notre environnement, la nature et tout ce qui nous entoure. J'en profite pour remercier l'ensemble des auditeurs qui prennent le temps à chaque semaine de nous écrire pour nous faire des commentaires, nous féliciter pour l'émission. Écoutez, c'est grâce et pour vous qu'on fait Silence on roule. Je vous en remercie du fond du cœur. Vous pouvez m'écrire à martin@silenceonroule.com. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook ou peu importe, et puis ça nous fait toujours plaisir de lire des commentaires. Vous pouvez écouter Silence on roule sur nos différentes plateformes en ligne. Les meilleures façons de l'écouter, c'est évidemment de s'abonner avec un logiciel, un podcatcher, donc un logiciel qui permet d'écouter des podcasts, que ce soit avec l'application Balado ou podcast là, sur Apple ou encore les produits faits par Google. Il n'y a aucun problème. Vous vous abonnez puis vous allez recevoir automatiquement les épisodes sur votre appareil sans que vous ayez besoin de les télécharger. Ça se fait tout seul. Et puis les gens qui sont abonnés ont même droit à des épisodes hors série qui ne sont pas rendus accessibles aux gens qui nous écoutent uniquement via des sites web. Donc, on vous invite grandement à le faire. Autre chose aussi fort importante, c'est des suggestions de thèmes ou d'entrevues que vous aimeriez entendre. En fait, si vous avez des sujets à nous proposer qui pourraient faire l'objet d'une grande entrevue pour le podcast, gênez-vous pas de m'en aviser. De la même façon, si vous-même ou quelqu'un de votre entourage aurait un sujet à discuter avec nous, donc il est fort possible d'organiser une entrevue, simplement nous le dire. La façon la plus simple, encore et toujours, martin@silenceonroule.com, et puis on pourra organiser ça. Moi, j'adore quand les auditeurs nous suggèrent des thèmes parce
parce que en ayant du feedback comme ça de votre part de sujets qui risquent de vous intéresser, ben ça augmente les chances là, que le sujet de l'émission fasse bullseye, comme on dit, en termes d'adéquation entre le sujet et vos intérêts. Maintenant, sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. L'actualité dans le monde des VE. Le plus grand constructeur de véhicules à nouvelle énergie, BYD, a accru sa coopération avec le premier constructeur automobile japonais Toyota, la filiale de véhicules utilitaires de la compagnie Hino, signant jeudi dernier une entente concernant les véhicules électriques commerciaux. Wang Ji, vice-président de BYD, a déclaré « Nous souhaitons combiner nos connaissances techniques et pratiques pour accélérer le développement des véhicules électriques commerciaux, pour accélérer la mise en marché des véhicules électriques dans le monde entier. » Le directeur général de Hino, Taketo Nakane, a déclaré de son côté qu'en ajoutant les réalisations de BYD dans les véhicules tout électriques à la technologie d'électrification et de la fiabilité de Hino dans les véhicules hybrides, les deux sociétés développeront les véhicules électriques commerciaux les mieux adaptés pour les consommateurs. Dans le cadre d'un nouveau plan, Kia investira 25 milliards de dollars d'ici 2025 avec pour objectif mondial d'introduire 11 nouveaux Kia électriques et de vendre plus de 500 000 véhicules électriques par an d'ici là. L'objectif de Kia est de vendre 6 % de véhicules électriques sur la planète et pour le futur, elle prévoit ajouter des modèles hybrides rechargeables à des projets de mobilité. Deux concepts sont présentés. Le premier sera un véhicule hybride rechargeable, contrairement à une hybride non rechargeable qui arrivera aux États-Unis à la fin de cette année. Et le deuxième sera un véhicule tout électrique de Kia qui devrait arriver fin 2021 pour les États-Unis, et bien qu'il puisse être disponible avant cette date sur d'autres marchés comme l'Europe. Kieslowski a déclaré que le VE sera un concept qui combine vraiment les frontières entre les voitures particulières, les VUS et les véhicules utilitaires multisegments. Ce sera un peu un croisement entre une voiture et un multisegment. Le véhicule aura une autonomie d'environ 485 km avec un temps de recharge inférieur à 20 minutes. À la suite de la pandémie de COVID-19, les gouvernements du monde entier investiront massivement dans des relances économiques et définiront des politiques pour cette reprise. Avec tous les secteurs des combustibles fossiles en déclin, quel meilleur moment pour faire une transition vers une économie verte? Et quel meilleur moment pour le gouvernement fédéral d'élaborer une stratégie nationale pour les véhicules électriques? Le Canada possède un important secteur du véhicule électrique, principalement au Québec, et des débuts d'une relance de l'industrie des véhicules électriques en Ontario. Le secteur canadien actuel des véhicules électriques couvre l'ensemble de l'écosystème, comme les autobus scolaires, les camions, les autobus urbains, les groupes motopropulseurs et les batteries de première et de deuxième génération. Notons également une forte densité d'entreprises qui développent des technologies en lien avec les infrastructures de recharge. Cette industrie étant soutenue par des capacités de recherche de classe mondiale. Mais l'approche fragmentaire n'a aucun sens lorsque nous sommes confrontés à 400 fabricants dans le domaine des véhicules électriques en Chine. Alors le Québec, où il y a 147 entreprises de véhicules électriques, compte environ 6 000 personnes qui y travaillent. Parmi les débouchés pour le Canada, on peut mettre de l'avant les mesures législatives semblables à la Chine et à l'Union européenne, le marché de véhicules le plus important sur la planète et le troisième plus important, forçant une transition vers les véhicules électriques d'ici quelques années. Et une fois que les constructeurs automobiles mondiaux auront pris le taureau par les cornes, après avoir amorti leurs pertes et leur investissement pour participer au changement le plus radical de l'industrie en un siècle, les véhicules électriques montés sur des plateformes de véhicules nouvellement conçus seront disponibles partout dans le monde. Traditionnellement, le Canada a cloné les initiatives américaines pour réduire la consommation de carburant des véhicules dans le cadre d'un marché nord-américain intégré. Pourtant, s'il y a une chose que nous avons appris de la crise du COVID-19, c'est que le Canada doit devenir plus autonome. Plus tôt cette année, Suzuki avait mentionné qu'ils étaient sur le point de mettre sur le marché un 2 roues électrique. Plusieurs détails laissent croire que ce nouveau véhicule serait un scooter électrique plutôt qu'une moto entièrement électrique, mais rien n'était certain. Et il fallait attendre pour voir quels seraient les prochains 2 roues de Suzuki.
Même si nous n'avons toujours pas vu le prototype du nouveau véhicule, nous pouvons mieux l'imaginer grâce à des images qui ont malheureusement été divulguées. Les images nous laissent croire en effet que ce sera un scooter électrique de conception assez standard. Suzuki n'a apparemment pris aucun risque majeur avec la conception. Comme on peut le remarquer sur l'image, le scooter utilise un cadre conventionnel, que ce soit pour les scooters à essence ou électriques. Les tubes carrés et les soufflets structurants indiquent que sur une conception sans fioriture, probablement inspirée de la gamme existante des scooters à essence de l'entreprise, le nouveau véhicule pourra offrir tous les avantages d'un véhicule électrique sans pour autant révolutionner le monde du design. Alors, cette semaine, encore une fois, j'ai avec moi le petit Émile. Bonjour, Émile. Bonjour, Martin. Le moins petit, mais de moins en moins petit, mais toujours Émile. Passez des bonnes semaines de confinement. Oui. Pas trop de tanné d'être avec moi 24 heures sur 24. Juste un peu. Au moins, on ne pourra pas dire que tu n'es pas honnête. Écoute, tu avais encore une bonne question pour moi cette semaine. Donc, oui. Vas-y, pose-la pour que tout le monde puisse l'entendre. Je voulais savoir, tu m'as souvent dit que le principal avantage d'avoir une voiture électrique, c'était qu'on sauvait beaucoup d'argent en achetant de l'électricité à la place du gaz. Mais là, j'ai vu que le gaz était vraiment moins cher de ces temps-ci. Y a-t-il encore des bonnes raisons d'acheter une voiture électrique? Ouais. Je te soupçonne de poser la question, d'avoir une partie de réponse en dedans de toi. Mais oui, il y a encore des bonnes raisons. Premièrement, c'est sûr que c'est moins. On peut rentabiliser notre achat un peu moins vite. Quand l'essence est à 1,50 $, on sauve 1,50 $ par litre d'essence qu'on n'achète pas. Là, on est en bas du dollar, donc c'est certain que c'est plus long. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon move économique, ça veut juste dire que c'est plus long rentabilisé. Donc, tout dépendant du kilométrage qu'on fait dans une année, mais par exemple, mettons que tu fais 20 ou 25 000 km par année, mettons tu conduis pas mal, tu vas rentabiliser ton auto peut-être en 4 ans et demi actuellement plutôt que de la rentabiliser en 3 ans et demi. Donc, c'est un peu plus long. Mais maintenant, il y a d'autres raisons de rouler électrique. On ne roule pas juste électrique pour sauver des sous sur l'essence. Intuitivement, t'en aurais-tu d'autres? Bonne raison. Pour l'environnement. L'environnement, bien sûr. Donc, c'est certain que l'essence coûte plus ou moins cher. Ça n'a aucun impact sur l'environnement. De l'essence achetée à 80 sous, 70 sous le litre pollue autant que de l'essence achetée à 1,40 $ le litre. Donc, l'essence qu'on n'achète pas, c'est de l'électricité qu'on va acheter ici. Y a-t-il un autre avantage, tu penses? Ah, tu me poses une question, puis je te les repose, hein? C'est astucieux de ma part. Je te dirais, il y a aussi, sûrement tu as entendu parler avec le COVID, Émile, qu'on entend beaucoup parler de changer un peu l'économie, puis de revenir à une économie un peu plus locale, d'acheter chez nous, d'arrêter d'acheter des biens fabriqués ailleurs. De l'essence, c'est pas fabriqué au Québec, hein? C'est fabriqué aux États-Unis ou encore dans l'Ouest canadien, alors que l'électricité, lui, on le produit où? Au Québec. Au Québec. Donc, en passant d'une voiture à essence à une voiture électrique, on transforme aussi notre façon de consommer notre énergie en prenant de l'énergie du Québec plutôt que prenant de l'énergie qui vient d'ailleurs. Donc, je pourrais t'ajouter, parce que là, tu n'avais pas l'air d'avoir de l'inspiration, il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on peut vouloir rouler électrique. Le plaisir de rouler une voiture électrique, le confort, le silence, c'est hyper agréable à conduire si on compare ça avec une voiture à essence qui est plus bruyante, plus polluante, qui sent les émanations, évidemment, par le pot d'échappement. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que je pense que c'est encore avantageux au moment où on se parle de rouler avec une voiture électrique. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Oui, t'es sûr? Oui. Oui. Donc, je te remercie beaucoup. Si vous avez à la maison des petits curieux qui veulent poser des questions, pas se gêner, vous écrivez à martin@silenceonroule.com et on répond à tout ça en toute simplicité. Ici Guillaume André de chez Véhicules électriques Simon André. Vous écoutez Silence on roule. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir parler d'un véhicule dont, ma foi, on parle trop peu, au point même où plusieurs amateurs de véhicules électriques ignorent
l'existence d'un véhicule électrique dans la marque Jaguar. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Didier Ernotte, qui est l'heureux propriétaire d'une Jaguar I-Pace, une voiture 100% électrique de la marque. Bonjour Didier. Bonjour Martin. Écoute, je suis content parce que pour trouver quelqu'un qui possède une Jaguar I-Pace au Québec, ça prend un bon pouvoir de recherche. Hein? C'est pas, il n'y en a pas des tonnes encore. Non, j'ai pas les chiffres exacts. Là, il y a des spécialistes à l'AVEC pour ça, mais j'ai pas les chiffres en tête. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Et oui, mais et pourtant, quelle superbe voiture. Je suis content qu'on puisse en parler aujourd'hui. Toi, premièrement, peut-être juste me dire d'entrée de jeu, je le sais, je te pose la question, mais c'est pour nos auditeurs, c'est pas ta première voiture électrique, la Jaguar, tu as eu d'autres voitures électriques avant. Peux-tu nous dresser un peu un portrait de ton historique d'électromobiliste? Oui, donc moi je suis électromobiliste depuis presque 6 ans maintenant. Donc j'ai commencé en 2014 où j'ai loué ma première Leaf, donc 2014 avec une batterie de 24 kWh que j'ai fini par acheter en 2018. J'avais l'intention de laisser les clés, me disant en 2014 qu'en 2018 l'offre serait beaucoup plus étendue, mais force de constater que l'offre n'était pas si étendue que ça. Et j'étais très satisfait de ma Leaf, donc je l'ai rachetée. 1 an après, j'avais toujours un Dodge Caravan qui traînait dans le driveway. J'ai fini par m'en débarrasser et j'ai acheté un Ford C-Max pour le remplacer en 2018. Et j'ai fini par acheter un Jaguar I-Pace en 2019. Et je possède encore les 3 voitures, donc je participe activement à l'achat massif de voitures. Et je précise aussi que je ne conduis aucune des 3 durant la semaine. Je suis un fervent utilisateur des transports en commun et du vélo. Wow, OK. Donc, écoute... Donc, c'est pas ta première voiture. Tu es capable de comparer cette voiture-là avec l'autre que tu as possédée avant. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même gamme de voitures. Donc, on comprendra des pommes et des oranges. Mais tu es également un bénévole de longue date à l'AVEC, impliqué dans la direction régionale à Montréal. Donc, des voitures électriques, tu en as essayé une puis une autre dans ta vie. Donc, je le dis pour que les gens comprennent là, que dans notre discours d'aujourd'hui, tu as quand même une certaine expérience d'essai avec différentes voitures électriques. Parle-nous donc, en premier lieu, pourquoi la Jaguar I-Pace? Qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est en allé vers cette voiture-là? Donc effectivement, je suis avec l'AVEC, moi je pense depuis 2014, donc j'ai dû faire tous les AGA de l'AVEC et je suis présent dans l'île de Montréal dès les premiers événements. Donc pourquoi la Jaguar? En fait, comme je l'ai expliqué, j'avais une Leaf et un C-Max que j'ai toujours d'ailleurs, mais c'est 2 voitures qui commencent un peu à dater, qui sont un peu limitées au niveau de l'autonomie des kilomètres. Donc, en 2019, je regardais un peu quelles étaient mes options pour avoir une voiture un peu plus nerveuse, un peu plus luxueuse que la Leaf et le C-Max. Et j'avais arrêté mon choix sur soit un modèle 3 de chez Tesla, soit de la Jaguar, début 2019. Et pendant un bon 6 mois, j'ai joué ping-pong entre les deux. Chaque fois que je me convainquais de faire le bon choix de prendre une Tesla, en lisant les différents forums et autres revues, je finissais par me convaincre que tous les problèmes que je pouvais avoir avec la Tesla, que ce soit la piètre qualité de la peinture, que ce soit l'ajustement des éléments de la carrosserie, que ce soit des problèmes qu'on peut rencontrer sur le système qu'il faut rebooter de façon régulière, que ce soit de l'infiltration d'eau, que ce soit de la rouille qui apparaît de façon assez rapide. Donc je passais à la Jaguar, puis là je me disais la Jaguar c'est une excellente voiture, mais la qualité de Jaguar, quand j'essayais de me renseigner, on revenait toujours à la même question. Jaguar n'a pas de bonne réputation, donc qu'est-ce que ça va devenir? Il y a beaucoup de problèmes avec la marque Jaguar, donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est la même chose avec le I-Pace?
Donc, je repassais à la Tesla et j'ai joué au ping-pong pendant 6 mois comme ça, jusqu'à ce que, au mois de juillet 2019, me posant la question de savoir est-ce que ce genre de voiture était disponible en seconde main sur le marché de l'occasion, j'ai trouvé en fait une voiture avec une excellente réduction de prix pour une voiture de 2000 km sur Auto Hebdo. Et après quelques coups de téléphone, finalement, j'ai décidé. Il fallait que j'arrête de jouer au ping-pong anyway. Donc, j'ai décidé, puis je suis parti sur la Jaguar. Les plus de la Jaguar l'ont porté sur les moins, finalement. Je pense que je le savais quelque part, parce que c'est quand même une voiture que je regardais depuis un petit bout. Je l'avais vue pour la première fois quand on avait fait l'événement avec la Formule E. La voiture était disponible dans le e-Village. Je l'avais vu à ce moment-là. Je l'ai revu à d'autres occasions sur des salons, mais toujours de l'œil. Donc, j'ai sauté l'été dernier. Excellent. Ben écoute, puis le parallèle est facile, je pense. On parle d'une voiture, évidemment, de luxe. Là, on n'est pas dans une voiture bas de gamme quand on parle de la Jaguar. Les comparaisons de véhicules électriques sont plus rares quand on est dans ce niveau de voiture-là. Il y en a quand même quelques-unes, mais disons qu'il y a moins de choix que quand on est dans la voiture familiale plus standard. Première constatation, les premiers ressentis pour toi là, en tant que nouveau propriétaire à l'époque, là, quand tu as acheté ta Jaguar I-Pace, qu'est-ce que c'était? Donc, qu'est-ce que tu as trouvé d'excitant dans cette voiture-là? C'est comme toute voiture haut de gamme de performance. Et c'est sûr que je sortais d'une Leaf, donc la comparaison est facile, mais les accélérations, la puissance, même le freinage régénératif de la Jaguar est sans commune mesure par rapport à la Leaf. La voiture est capable d'arrêter. Le niveau de luxe, ça c'est un des gros points que je trouvais dans mon jeu de ping-pong. Un des plus que j'avais sur la Jaguar, c'est quand on met ce prix dans une voiture de haut de gamme, on s'assoit dans une Jaguar puis on s'assoit dans une Tesla. On n'est pas du tout dans le même monde. Jaguar, ça fait 80 ans qu'ils font des voitures de luxe. Tesla, ils sont dans le métier depuis 10 ans. Donc, tant qu'à mettre cet argent-là, on veut que la voiture respire l'argent qu'on met dans la voiture. Puis la voiture peut être excellente côté Tesla, mais pour moi, Tesla reste un excellent ordinateur à 4 roues. La Jaguar est une voiture de luxe qui, accessoirement, est mue de façon électrique. C'est un peu comme ça que je différencie la voiture. Donc, je cherchais finalement plus une voiture qui ressemble à une voiture, on ne soit pas déstabilisé. Le poste de conduite, ça reste un volant, ça reste des manettes, il reste des boutons. Il y en a certainement moins que dans une voiture classique, mais il y a... Si on veut ajuster le volume de la radio, il y a encore un bouton. Si je veux ajuster la climatisation, le chauffage, j'ai des boutons. C'est des boutons technologiques. Le bouton est en lui-même un écran. Je peux l'enfoncer, je peux le sortir. Il y a des fonctions différentes. C'est très technologique, mais ça reste une voiture, on va dire, assez normale. D'accord. Il y a beaucoup de caractéristiques, et puis on va en parler un peu là, de cette voiture-là qui peuvent être intéressantes à discuter. On parle donc d'une voiture dont la puissance combinée de quoi tout près de 400 HP à 4250 tours par minute pour le moteur électrique. On parle d'un couple de 512 pieds par livre. On a également... Une voiture dont le rouage est intégral, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tout à fait. 2 moteurs, en avant et en arrière. Oui, tout à fait. Donc, c'est une caractéristique dont plusieurs amateurs ou futurs acquéreurs de voitures électriques recherchent. Il y a très peu de véhicules sur Tesla, évidemment, là en option, mais sur la I-Pace, donc, on a une traction intégrale. On a une batterie qui a une capacité de 90 kWh ou à peu près?
Donc, la caractéristique de la batterie est effectivement de 90, mais comme tous les constructeurs se gardent un buffer pour des questions de sécurité et de longévité. Donc, la donnée officielle était de 84,7 kW utilisables. Récemment, Jaguar a mis à disposition, comme pour les Tesla, une mise à jour. Donc c'est une voiture qui évolue aussi et ils ont été grugés un peu dans le buffer qui était donné. Donc aujourd'hui la taille de la batterie, la capacité de la batterie utilisable est au-dessus de ce 84, mais je n'ai pas le chiffre officiel. OK. Si on parle maintenant au niveau de la recharge, particulièrement la recharge rapide, donc on se branche sur un port qui est un port combo, je présume? Oui, tout à fait. Et quelles sont les performances de recharge réelles du véhicule, donc dans de bonnes conditions, avec une borne qui est capable de fournir? On peut aller chercher quelle performance au niveau de la recharge rapide? Donc, la donnée officielle de Jaguar, je pense qu'elle le monte à 107 kW. Je l'ai personnellement expérimenté juste 95-96 si on arrive à la borne de recharge avec un 5 à 10% restant. C'est sûr que comme tous les autres véhicules, on ne reste pas à cette capacité, ça descend, mais on reste certainement au-dessus du 50. Mon expérience, on reste proche du 60-70 assez longtemps, au-delà du 50-60%. Et évidemment, après, ça drop. Mais ça aussi, c'est des caractéristiques qui ont évolué avec la voiture entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui, avec les différentes mises à jour. Et je sais qu'il y a d'autres mises à jour qui s'en viennent aussi de la part des ingénieurs de Jaguar. Donc ça c'est l'intérêt aussi de la voiture, c'est qu'elle évolue encore et elle se garde au bout du jour. Mais sans commune mesure avec ma Leaf, encore une fois. Oui, tout à fait. Puis c'est un point dont je voulais parler un peu avec toi là, avant de revenir aux autres caractéristiques du véhicule, c'est-à-dire des mises à jour. On parle de mises à jour, ce qu'on appelle over the air, donc c'est-à-dire que le véhicule se connecte par Wi-Fi à l'Internet de la maison et fait des mises à jour de nuit. Comment ça fonctionne? Alors oui, donc c'est pas aussi évolué qu'une Tesla pour des raisons qui m'échappent. Jaguar veut garder encore le contrôle sur certaines mises à jour. Donc oui, j'ai eu des mises à jour qui sont faites over the air, OTA. J'en ai eu d'autres, par exemple la grosse mise à jour qui a été faite pour donner un 10% d'autonomie en plus que j'ai faite en janvier. Pour celle-là, Jaguar recommandait ou nécessitait de retourner voir le concessionnaire pour faire cette mise à jour. Est-ce qu'ils n'ont pas confiance dans leur module où ça a touché des composants trop profondes pour qu'ils se permettent de briquer, on va dire, la voiture sur son driveway s'il y avait un problème, ou est-ce qu'ils n'ont pas encore assez de confiance dans ce système-là? Jaguar est un peu plus novice dans la matière. Donc pour l'instant, c'est encore un mix. La promesse qu'ils ont fait, c'est qu'avec cette dernière mise à jour que j'ai dû faire chez le concessionnaire, Jaguar a promis que les mises à jour qui s'en venaient allaient être de plus en plus over the air. Excellent. Écoute, une autre question dont je me voudrais d'oublier, là, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les questionnements des futurs acheteurs. On sait que tout véhicule électrique étant mu par une batterie est sujet à des variations de performance en fonction de la température. Donc, cet hiver, si tu regardes les performances à la fois de recharge et d'autonomie de ton véhicule et que tu les compares avec celles de l'été, quel parallèle pourrais-tu faire avec les autres véhicules électriques que tu connais? Est-ce que les performances sont bonnes en hiver? Est-ce que c'est à peu près similaire? À quoi ça ressemble? En fait, la Jaguar a une excellente thermorégulation de la batterie. Et bien honnêtement, cet hiver, je n'ai pas fait de grands trajets, mais je pouvais voir la diminution de la batterie. En général, j'ai un bon l'été, un 400 km. La donnée officielle de la voiture est en 377, mais comme je l'ai expliqué avec la dernière mise à jour, on a rajouté un 10%. Donc je suis aujourd'hui au-delà des 400 km d'autonomie. Même en hiver, avec un moins 10, moins 15, j'avais
j'avais mon 390 km affiché au GOM et ça descendait de façon assez linéaire. Dès que j'approchais les 3/4 de la batterie, j'étais aux alentours de 300 km d'autonomie. Quand j'arrivais à la moitié, j'étais aux alentours de 200 km. Donc, j'étais assez impressionné de voir que la voiture, en fait, avait probablement été moins affectée par les basses températures que certaines autres voitures. Est-ce qu'il y a quelques caractéristiques, je te dirais, qui sont particulières de ce modèle, de cette voiture-là? Donc, les gens qui connaissent d'autres voitures mais ne connaissent pas la Jaguar pourraient être surpris de savoir qu'il y a ce feature-là de présent dans le véhicule. J'en ai 2-3 qui me viennent à l'esprit. Par exemple, je me fais poser souvent dans les salons ou dans les événements avec des personnes qui cherchent des voitures qui ont une caractéristique, une possibilité de traction. La Jaguar a officiellement 750 kg pour tirer une remorque ou une caravane ou n'importe quoi de 750 kg, ce qui est assez rare dans les voitures électriques. Souvent, le constructeur refuse catégoriquement de toute traction quelconque. Une autre qui me vient, le pare-brise. J'ai un pare-brise comme sur les Golf. Le pare-brise est entièrement chauffant, donc c'est très apprécié en hiver. Dès qu'il peut y avoir de la neige ou un peu de glace, on met le pare-brise à chauffer et le pare-brise est assez rapidement transparent comme le cristal et j'ai eu aucun problème de visibilité cet hiver. Il y a des petits gadgets aussi. Il faut savoir que chez Jaguar, la voiture arrive en 3 niveaux de finition. Il y a la H, la S, la SE et la HSE tout en haut. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, comme je vous expliquais, j'ai trouvé un véhicule de démo chez un concessionnaire. Et non seulement c'était le HSE, mais même si c'est de haut de gamme, comme chez tous les constructeurs de voitures d'occasion, le catalogue des options est à l'infini. Et le propriétaire précédent avait bardé la voiture de pas mal d'options. Donc il y a des petits gadgets comme des gicleurs pour nettoyer les phares avant, ce genre de choses qu'on n'aurait jamais pris, personnellement j'aurais jamais pris. Le toit, j'ai un toit panoramique qui va de l'avant jusqu'à l'arrière, c'est fantastique. Quand on est dans la voiture, il y a une luminosité assez incroyable. Il y a beaucoup de petits gadgets, le haillon est électrique, mais je l'ouvre avec un coup de pied comme sur certaines voitures. J'ai ça sur ma Ford C-Max, mais c'est très pratique. On a les commissions, on a les bras pleins, un petit coup de pied en dessous de la voiture quand on arrive derrière, le coffre s'ouvre. Donc c'est des petits détails. Mais qui font que la voiture est vraiment incroyable. C'est pas spécifique, comme je l'ai dit, à cette voiture haut de gamme, mais le fait de les avoir tous réunis, les sièges aussi, j'ai 14 moteurs pour régler mon siège électrique. C'est incroyable, on est capable d'affiner très finement le niveau de resserrement du dos, de la courbure des reins. On peut allonger l'assise. Ça va dans tous les sens. J'ai 14 moteurs. La voiture reconnaît les clés. J'ai 2 jeux de clés, pour moi et pour ma femme. La voiture s'ajuste en fonction dès qu'elle reconnaît que la clé s'approche de la voiture. Tous les réglages se font à mes dimensions. Il a appris quelle était ma radio préférée, il a appris quelle était la température préférée. Tout le tableau de bord est complet, c'est un gros écran personnalisable, donc toute la personnalisation est faite à mon goût. Si ma femme le prend, le tableau de bord se remet à son goût. Donc il y a beaucoup de choses évidemment que sortant d'une Leaf 2014 nous semble un peu futuriste, mais une petite question, Didier. Est-ce qu'on peut utiliser Apple CarPlay ou Android Auto? Tout à fait. J'ai les deux. Étant un Apple fanboy, je n'ai que des appareils Apple à la maison, donc je suppose que le CarPlay, le Android Auto fonctionne correctement, mais je peux confirmer que le CarPlay fonctionne admirablement. Ce n'est pas un CarPlay Bluetooth ou sans connexion, c'est un CarPlay filaire, mais il y a relativement peu de modèles qui sont en CarPlay sans connexion. Et maintenant, en terminant, la dernière question, mais la question qui tue, quelqu'un qui écoute l'entrevue depuis le début puis qui commence à saliver à l'idée de s'acheter une Jaguar I-Pace,
Tu as expliqué qu'il y avait 3 modèles, évidemment 3 niveaux là, de luxe ou d'options, mais il faut s'attendre, du moins dans le neuf, à payer dans quelle fourchette de prix? Alors, les prix officiels, si ma mémoire est bonne, la modèle S commence dans les 89 000. Ensuite, dans la SE, on est peut-être dans les 95 et la HSE au-delà des 100. Et bien sûr, il y a des options qui sont en plus de ce niveau de finition. Donc, oui, c'est des modèles qui sont assez dispendieux. Et personnellement, donc, comme c'était une voiture qui avait déjà été immatriculée, je n'ai eu aucune réduction dessus, mais avec les nouvelles lois qui s'en viennent, de toute façon, ça dépasse le 60 000 et donc ce n'est admissible ni au fédéral ni au provincial. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup pour toute cette information. Didier Ernotte, c'était très intéressant, très enrichissant. Donc, pour les amateurs de voitures électriques là, un peu plus luxueuses, ben, je pense que ça vaut la peine de considérer la Jaguar I-Pace dans votre catalogue de choix possibles. Merci beaucoup, Didier. Merci bien. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, comment le choix de nos batteries peut influencer l'impact environnemental de nos véhicules électriques? On entend de plus en plus parler des changements climatiques. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, puis de plus en plus de personnes veulent agir pour lutter contre les impacts qui peuvent arriver avec les changements climatiques. Il y en a plusieurs pour faire ça qui ont changé leur voiture à essence vers une voiture électrique. C'est un changement qui apporte beaucoup de réduction des impacts face au changement climatique. On dit que c'est 80% de réduction si on fait un échange entre une voiture à essence vers une voiture électrique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui est faite par le CIREG, qui a été faite en 2006. C'est une étude qui a été faite dans un contexte québécois où l'électricité était produite essentiellement par l'hydroélectricité, oui, et les voitures étaient surtout importées. Donc, ce 80% de diminution-là, c'est une très bonne chose. Mais il nous reste quand même un 20% d'émissions de gaz à effet de serre qui est associé à l'achat d'une voiture électrique. Essentiellement, ce 20%-là se concentre dans la production et le recyclage de la voiture. Ce 20% qui reste, c'est l'équivalent de 30 000 km roulés avec une voiture à essence. Le tiers de ce 30 000 km-là, c'est la batterie de la voiture. On veut réduire le plus possible ce 20%-là parce que pour lutter efficacement contre les changements climatiques,
il faut avoir des méthodes de production qui sont 100% carboneutres, qui émettent aucun gaz à effet de serre. Même un peu de gaz à effet de serre, ça va juste rajouter plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc les batteries, ça occupe une grande place dans la pollution des voitures électriques. On a plusieurs choses qu'on peut faire pour diminuer cet impact-là au niveau des batteries. Une chose essentielle qu'il faut réfléchir, c'est la taille de la batterie qui va être dans nos véhicules. Souvent, on a le choix entre plusieurs tailles de batterie et la taille de la batterie, elle se mesure en kilowattheures. Un peu comme notre hydroélectricité nous est fournie en kilowattheures, c'est juste une quantité d'énergie qui nous est possible de transporter. Plus on transporte d'énergie, plus l'autonomie de la voiture va être élevée. Les voitures neuves actuelles qui ont environ 400 km d'autonomie ont une batterie entre 50 et 60 kWh. Les modèles d'il y a quelques années, qui étaient plus autour de 200 km d'autonomie, eux ont 30 kWh environ. Il faut réfléchir à savoir quelle grosseur de batterie on a besoin. Quand on parle à certaines personnes, on se fait dire que dans l'avenir, les voitures ils vont avoir 1000 km d'autonomie, 1500 km d'autonomie. Cette autonomie, ça va impliquer une batterie immense dans la voiture. Et cette batterie, on pourrait, en théorie, la diviser en 3 ou en 4 pour la mettre dans des voitures, ce qui fait en sorte qu'une autonomie de 1000 km, ça amène une pollution énorme qui est peut-être pas essentielle. Même qu'une batterie de cette grandeur-là, ça ajoute un poids énorme à la voiture, ce qui diminue grandement son efficacité. On va avoir besoin de plus d'énergie pour la déplacer, donc plus de temps pour la recharger. Pour faire la comparaison, c'est comme si, pour votre téléphone intelligent, vous pensez que vous avez besoin d'un téléphone qui est la grosseur d'une brique, parce que vous voulez une batterie qui a beaucoup d'énergie et beaucoup d'autonomie, seulement pour les occasions où est-ce que vous allez être quelques jours sans électricité. Évidemment, ce scénario-là avec des téléphones intelligents, c'est pas logique. Ça serait très peu pratique d'avoir un téléphone de la grosseur d'une brique. C'est un peu la même chose avec la voiture. Pourquoi avoir une batterie aussi grande pour les fois où on aurait besoin d'une très grande autonomie quand on peut s'arranger autrement? En fait, on sait que nos voyages au quotidien, on fait en bas de 50 km pour aller à notre travail. Et à l'occasion, on fait des voyages un peu plus loin. Les gens qui veulent une très grande autonomie, ils s'imaginent que lorsqu'ils vont faire des voyages plus longs, ça va être beaucoup plus pratique. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous faites un voyage long avec une grande batterie, oui, vous allez vous rendre plus loin, mais rendu à la borne, vous allez devoir vous charger pendant plus longtemps. Ce qui fait en sorte que l'économie de temps va être très minime par rapport à une voiture avec une plus petite autonomie qui va arrêter plus souvent, mais qui va recharger moins longtemps. Puis si vous êtes de ceux qui ont l'autonomie anxieux, dites-vous que le Québec est un endroit où il y a le plus de la grande densité de bornes de recharge rapide en Amérique du Nord. Les bornes sont régulières, avec un système bien déployé, et ça va juste améliorer avec le temps. De plus en plus de bornes vont être installées. À chaque site, on va avoir plus d'espace de chargement, ce qui fait en sorte que on n'aura pas besoin d'avoir un véhicule qui fait une très grande autonomie sans arrêter. Je vous amène donc à réfléchir lorsque vous avez le choix entre plusieurs voitures ou pour une même voiture, vous avez l'option de plusieurs batteries. Est-ce que vous avez réellement besoin de toute cette autonomie-là? Est-ce qu'une autonomie plus courte pourrait être quand même une bonne option pour vous? Moi, ce que je pense qui va arriver dans le futur, c'est que les voitures vont garder une autonomie comme les voitures neuves actuelles, autour de 300-400 km, mais il va y avoir un réseau très bien déployé avec des bornes rapides et puissantes qui va nous permettre de faire des voyages assez longs sans avoir de délai déraisonnable par rapport au temps qu'on prend pour voyager. Donc, c'est une option qui s'offre à nous pour réduire l'impact environnemental de nos voitures électriques, mais évidemment, on est encore très loin de la carboneutralité. Pour ça, il va falloir réfléchir comment les voitures sont produites. Il va aussi falloir diminuer grandement notre parc automobile. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à avoir un meilleur système de transport en commun. Et aussi, peut-être que la solution va aller vers les robots taxis. Mais tout ça, on va en parler une prochaine fois. Sur ce, à la prochaine!
Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 23 mai prochain, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Pour l'occasion, il y aura élection de 4 postes d'administrateurs. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, ne vous gênez pas, envoyez votre candidature à membre@aveq.ca. Notons également que l'équipe de Roulon électrique et ses partenaires offrent une série de webinaires sur les véhicules électriques. La prochaine qui aura lieu, c'est mardi le 19 mai de 19h à 20h. L'ABC de la voiture électrique, c'est présenté par Simon-Pierre Rioux de l'AVEC. La suivante sera le 3 juin. La voiture bien chargée, déplacement en toute tranquillité. Et c'est moi qui aurai l'honneur de vous faire cette conférence qui sera présentée donc le 3 juin de 9h à 10h le matin. La prochaine, les véhicules usagés, c'est mercredi de 17 juin de 19h à 20h, présenté encore une fois par l'Association des véhicules électriques du Québec. Pour chacun de ces webinaires, la façon de s'inscrire, c'est d'aller sur le site de Roulon électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui le petit Émile, Didier Ernotte et Nicolas Lambert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour nous communiquer via Facebook, notre page Facebook Silence on roule le podcast, ou encore sur forum.silenceonroule.com. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.